dans la tradition romaine, qui est aussi la nôtre, les droits, c'est un discours qui mobilise des pratiques aussi. Et ce discours a comme but de mettre à distance les conflits et de les apaiser, et donc de les verbaliser, catégoriser, montrer ce qu'il y a de typique dans des affrontements. Et c'est une façon pour, disons déjà, amoindrir les tensions. Ce qu'il y a de particulier dans le droit romain, c'est la présence et l'importance du rôle des juristes, qui étaient des particuliers, on pourrait peut-être les appeler des intellectuels. Et ils n'avaient pas des fonctions publiques qui leur étaient attribuées d'un pouvoir politique, et leur rôle se fondait sur leur autorité épistémique, c'est-à-dire leur expertise. Un des éléments qui distingue la culture juridique romaine par rapport à la nôtre, c'était le rapport avec la rhétorique en tant que technique du discours persuasif, mais aussi la technique de la disposition du discours et de l'argumentation. Le droit étant le produit pas seulement de la législation, oui, il y en avait, pas seulement des édits des prêteurs, donc des ordonnances des magistrats, mais aussi étant le produit de l'élaboration des juristes, impliquait un certain degré de controverse. Donc les juristes, ils discutaient entre eux, ils étaient le lieu d'accès pour le public à la connaissance du droit. Et donc, n'essayez pas tellement de convaincre, mais plutôt d'informer. Et c'est pour ça que la lecture de leurs livres nous décèle une beauté qui commence peut-être à être perçue. C'est la beauté d'un discours sobre, d'une brièveté exquise, c'est-à-dire une brièveté à laquelle rien ne manquait. Ce sont les Romains eux-mêmes qui portaient ce jugement sur la littérature juridique, mais ce discours sobre portait sur des questions assez profondes, comme qu'est-ce que un rapport équitable, qu'est-ce que la justice, qu'est-ce que une relation acceptable entre des particuliers. Pour comprendre le droit romain, comme toutes les expressions de l'Antiquité, il faut vraiment essayer de les comprendre du point de vue des anciens. C'est ma démarche. Ma démarche est comprendre comment les Romains comprenaient, par exemple, le droit. J'utilise les œuvres d'art et notamment les monnaies comme documents. N'étant pas un historien de l'art, je me cantonne à la fonction de document. Par exemple, les Romains avaient une représentation différente de l'équité et de la justice. Pour nous, c'est un peu compliqué de les différencier, de les distinguer. Eux, ils les représentaient comme une femme, bien entendu, mais dans une posture différente. La justice était assise avec une patère, c'est-à-dire avec une sorte de plat pour les sacrifices, tandis que l'équité était debout et avec une balance. Alors, la balance, bien entendu, c'est un symbole de quoi? De l'équilibre. D'abord, comme parité de traitement, l'équilibre entre avantages et inconvénients, c'est un principe très clair que j'aime bien. On ne peut pas, dans une situation, tirer seulement des avantages, il faut assumer aussi les inconvénients. Et enfin, le principe qui régit tout le droit romain, personne ne doit tirer du bénéfice au détriment d'autrui. Et donc, autour de ce type de représentation, les juristes, par exemple, élaboraient leurs solutions. Et je pars effectivement de la réflexion des anciens, et notamment autour de l'idée d'économie.
On sait très bien, on le répète, l'économie pour les Grecs, c'était la gestion de la maison, l'oikos. Mais je trouve qu'il faut peut-être aller un peu plus loin. Économie, pour eux, c'était vraiment le bon usage de la richesse. C'est-à-dire, c'était l'idée qu'il faut gérer les biens qu'on a, et pour bien, on n'entend pas seulement des choses, mais aussi les personnes qui nous entourent, notre famille. Pour les anciens, c'était aussi les esclaves. Et il faut tirer de cet ensemble les moyens pour bien vivre. Alors, comme l'objet, c'est le bien vivre, on voit très bien qu'il y a déjà dans cette définition d'économie une idée morale. Les anciens distinguaient de la gestion l'acquisition, et l'acquisition, elle aussi, devait se faire dans ce même but d'arriver à une façon acceptable moralement de vivre. Et une partie des moyens d'acquisition sont les rapports juridiques, notamment les contrats. Et les contrats tombent sous la vertu de la justice dont nous avons déjà parlé. Alors, on arrive presque à un système où tout doit être, les comportements que nous appelons comme économiques doivent avoir un objet moral, et dont une partie tombe, notamment celles qui appartiennent à la justice, tombe sous l'emprise du droit. Je propose dans mon cours de renverser l'idée qu'on a normalement. On parle de l'économie qui serait à la base des normes juridiques. On pense que l'économie devrait orienter les législateurs dans la promulgation des normes juridiques. Je pense que dans l'Antiquité, au contraire, comme il n'y avait pas une science économique au sens moderne, mais qu'il y avait cet arrière-plan moral, c'était le droit qui proposait à la société et à tout et chacun la façon correcte d'agir. Je pense que le droit avait dans l'Antiquité romaine presque le même rôle qu'aujourd'hui joue la pensée économique. Les juristes ne discutaient pas seulement en présence entre eux, mais ils lisaient les œuvres que leurs prédécesseurs avaient rédigées. Et cela signifie que leurs discussions s'opéraient dans un présent dilaté, le présent qui est permis par l'écriture. C'est pourquoi j'insiste beaucoup sur le fait que la littérature et l'écriture, dans le cas du droit romain, est une condition de possibilité même d'existence du droit romain. C'est ça que j'appelle un présent dilaté, le présent permis par l'écriture. Et c'est une écriture agonistique parce qu'il y avait beaucoup de discussions et là, disons, des regrets quand nous lisons le Digeste de Justinien, cette compilation du VIe siècle qui nous a transmis la plupart de ce que nous connaissons des ouvrages de juristes romains. Le regret, c'est que Justinien, en tant que législateur, n'aimait pas les controverses. Il ne voulait qu'une seule solution et donc il a
évacuer du digeste les discussions. Mais c'est justement dans ces débats qu'on trouve toute la puissance intellectuelle du droit romain. Les vocabulaires, les catégories ont demeuré presque les mêmes aujourd'hui. On a vraiment un répertoire, un dépôt de discussions, de raisonnements qui sont, je pense, très fructueux et riches. Et ce qui fait le charme du droit romain, c'est qu'on peut comprendre pourquoi une règle a été dictée, ce qui n'est pas toujours le cas dans la législation moderne. Je ne pense pas que le droit romain puisse être reproposé comme modèle, mais même la conscience qu'il y ait un héritage commun peut faire comprendre que le droit n'est pas un acte d'imposition, mais c'est plutôt un acte de raison. La réponse au Collège de France est certainement oui, parce qu'il y a une initiative que vous connaissez très bien, les passages de discipline, qui nous permet effectivement de voir la formation, la circulation des savoirs dans des conditions données, dans des cadres institutionnels. On voit très bien qu'une discipline peut surgir, s'accroître ou avoir des faiblesses en raison de son accueil dans des institutions ou pas. On comprend ce qu'on fait si on comprend quels sont les principes qui régissent une institution. Je pense que chaque institution a une identité intellectuelle, des styles de travail, des moyens qui influent sur le travail des individus et donc une connaissance de l'histoire de son institution, je pense, appartient au champ de la réflexivité. Ce n'est pas seulement une discipline autonome, historique, qui n'a pas de reflet sur la science en tant que telle. J'ai dirigé un ouvrage sur l'université de Pavie qui a été fondée en 1361 et j'ai pu de cette façon aussi comprendre que le droit a toujours eu un rôle très important dans les universités, d'abord parce que c'est autour de l'étude du droit romain qu'à la fin du XIe siècle, les universités ont pris leur essor, à Bologne d'abord, et ensuite parce que je pense que les statuts, les règlements des universités jouent un rôle majeur parce que c'est le fil qui traverse plusieurs générations et qui permet de reconnaître qu'on appartient à la même institution.